Bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle découverte de notre patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons partir sur les traces d'une ville pas comme les autres. Un nom propre qui est devenu un nom commun. Me voici à Spa pour une histoire d'eau, une histoire de villa, un lieu secret que je vais vous faire découvrir. Suivez-moi car j'ai les clés de la ville de Spa. Me voici dans le prestigieux Salon Bleu du Centre culturel. Et je peux vous dire que cette histoire commence un petit peu comme nos contes d'enfants. Il était une fois le formidable destin d'une petite bourgade qui a grandi au fur et à mesure du temps et puis à mesure aussi que grandissait la renommée et la vertu de ses eaux bienfaitrices. À Spa, l'eau n'est jamais très loin. Gilbert Limbors, médecin liégeois, publie au XVIe siècle des fontaines acides de la forêt d'Ardenne et principalement de celles qui se trouvent à Spa. L'ouvrage rencontre un grand succès et la renommée de la ville grandit. Des souverains y font des séjours remarqués. Charles II d'Angleterre, mais surtout Pierre le Grand, tsar de Russie. Son séjour spadois en 1717 suscite un grand retentissement à travers l'Europe. Frédéric Marchesani, bonjour. Vous êtes historien à la WAP. On va d'abord essayer de comprendre d'où vient le succès de cette cité thermale de Spa. En plus, il remonte assez loin. Mais en fait, ça remonte déjà au XVIe siècle, quand sont publiés les premiers traités médicaux qui expliquent que les eaux ferrugineuses sont très très bonnes pour la santé. Alors c'est d'abord très local, mais ces traités vont être traduits et donc lus à l'étranger et la renommée de Spa va se faire à l'étranger. Et à partir du moment où des personnalités célèbres comme des chefs d'État viennent ici, la renommée explose encore plus et c'est exponentiel au XVIIe et au XVIIIe siècle. A-t-on gardé des traces de ce passage de Pierre le Grand ici à Spa ? Oui, alors ici, on est dans le bâtiment qui porte son nom. C'était au départ la fontaine Saint-Remacle qu'on a rebaptisée Pouhon Pierre le Grand, puisque c'est un des endroits dans lesquels il a bu de l'eau. Alors on a conservé notamment la table sur laquelle il a mangé. On a conservé également son buste. C'est des traces aujourd'hui qu'on pourrait penser anecdotiques, mais qui sont quand même très caractéristiques d'un personnage extrêmement important de notre histoire et qui est, il faut l'imaginer, venu de très très loin. Parce que quand on habite à Saint-Pétersbourg au début du XVIIIe, venir avec les moyens de transport de l'époque jusqu'à Spa pour prendre les eaux, il fallait vraiment avoir envie de faire une cure ici. Alors il y a l'eau bien sûr, mais pas que l'eau. Comment ça a évolué ? Parce que dans une cité thermale, on a aussi recours à d'autres plaisirs, le jeu par exemple. Oui, donc Spa, c'est aussi une de ses spécificités. Elle ne fait pas partie ni du Saint-Empire ni des Pays-Bas autrichiens. Elle est dans le Marquisat de Franchimont, qui est une composante de la principauté de Liège. Et dans cette principauté, les règles ne sont pas les mêmes que les autres. Et c'est ce qui va aussi faire l'intérêt et la renommée de Spa. Il faut savoir que les jeux de hasard sont interdits pratiquement partout en Europe au XVIIIe siècle, sauf à Spa, puisqu'à partir de 1751, le prince-évêque de Liège va octroyer des privilèges qui permettent à des particuliers d'ouvrir des maisons de jeux. Il y en aura 3 avant la fin du siècle. La Redoute, qui est le premier casino d'Europe, qui a malheureusement disparu. Et puis alors, on a le fameux Vauxhall, qui lui ouvre en 1770 et qui lui, s'il n'est plus un casino aujourd'hui, existe toujours. Le bâtiment est toujours là et il est considéré comme l'édifice de casino le plus ancien d'Europe conservé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui attire les gens, puisque Spa, c'est le seul endroit d'Europe où on a le droit de miser de l'argent. Et puis on parle de ces bobelins. C'est quoi un bobelin ? En fait, les traités expliquaient qu'en plus d'ingurgiter des verres d'eau, il fallait accompagner ça de mouvements importants comme par exemple de danse. Et quand les habitants du coin qui étaient complètement extérieurs à ce genre de choses-là voyaient des curistes, qui sont des personnalités généralement très riches ou très connues, en train de faire des petits pas de danse en buvant des verres d'eau, ça les faisait rigoler. Et donc ils les ont surnommés Bobelins, Saut, Nigaud. Au XIXe siècle, la ville connaît un essor extraordinaire. On parle de deuxième âge d'or. On y vient prendre les eaux, bien sûr, dans les bains superbes dont vous découvrez la façade derrière moi, aujourd'hui devenu un hôtel de luxe. On y boit, on y danse, on y va au spectacle et on profite aussi des beautés de la nature qui entourent la ville. Devenue indépendante depuis 1830, la jeune Belgique s'est lancée dans de vastes programmes de développement urbain. Parmi ceux-ci, certaines villes vouées au tourisme, Ostende sur la côte
ou spa, lové en province de Liège. Frédéric Marchesani, où se trouve-t-on ici? Alors ici, on est dans la galerie Léopold II, qui a été construite dans les années 1870 sous l'impulsion de celui dont elle porte le nom, le roi des Belges Léopold II. C'est un des éléments qu'on retrouve beaucoup dans les villes thermales, c'est-à-dire c'est un promenoir et un reposoir. C'est un endroit où on peut s'abriter du soleil comme de la pluie, mais où on peut aussi se reposer. On en trouve un petit peu partout. Et ici, à Spa, on est vraiment dans un des exemples les plus exceptionnels avec les matériaux phares de cette époque de révolution industrielle avec des colonnes de fonte et également des vitraux. Ce qui est très spectaculaire aussi, c'est l'importance de toutes ces villas. Oui, donc dans la deuxième moitié du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale, on a vraiment un accroissement périurbain où là les grands architectes de l'architecture domestique de l'époque comme Paul Jaspard ou Georges Aubé viennent construire des villas. À l'aube de la Première Guerre mondiale, on compte ici à Spa 536 villas, dont à peu près 200 sont conservées aujourd'hui. Et donc vous avez des villas Art Nouveau, puis vous avez des villas de style cottage, des villas plutôt de style néo-renaissance. Un mot sur cette restauration spectaculaire, ces galeries Léopold II ont retrouvé tout leur lustre d'antan. Hein. Oui, alors c'est une restauration qui a été longue et complexe. Quand on regarde ici la galerie, on a l'impression qu'on a des éléments tous similaires, mais ça n'est pas le cas. Chaque colonnette et chaque élément de ferronnerie, de fonte est différent. On ne peut pas les mélanger. Chacun doit être mis à côté de celui pour lequel il a été construit. Et quand on a entamé la restauration, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas possible in situ. Et donc on a dû démonter les éléments un par un, les numéroter, les apporter en atelier pour les restaurer et les remonter exactement au bon endroit en suivant la numérotation, un petit peu comme un puzzle géant. Donc c'est une restauration qui a pris plusieurs années de par sa complexité. On peut dire qu'il y avait différents spots touristiques en fonction de la saison, changer d'endroit, au stand, de spa. Oui, et c'est aussi deux villes qu'on peut comparer en fonction de l'importance qu'elles ont eue pour la famille royale. Énormément de constructions de stands ont été voulues par Léopold II. Et puis c'est ici que la reine a terminé sa vie. Elle a acheté une villa où elle a passé les 10 dernières années de sa vie. Difficile d'imaginer une paire aussi mal assortie que celle de Léopold II et de Marie-Henriette. Au fil du temps, le couple s'éloigne et la reine décide de prendre du champ. Elle veut s'éloigner de Bruxelles, de sa vie de cour et de son mari infidèle. Elle choisit de vivre dans cette petite cité spadoise. Il ne lui reste plus qu'à trouver une maison. Ce sera sa villa royale. Oui, Patrick. Construite dans le dernier quart du 19e siècle, la future villa avait d'abord été utilisée comme hôtel. Sous l'enseigne Hôtel du Midi, l'établissement resta en service entre 1885 et 1894, l'année à laquelle le bien est vendu à Marie-Henriette pour la somme de 165 000 francs. Ravie de son investissement, la souveraine néo-spadoise se lance dans les travaux pour l'agrandir. Amandine Leuch, bonjour. Vous êtes la conservatrice du musée d'Eau, musée qui a été un hôtel par le passé, mais qui a aussi été une villa royale, celle de la reine Marie-Henriette. Oui, durant la fin de sa vie, elle a vécu dans ces bâtiments et elle est d'ailleurs décédée dans ces bâtiments également. On sait pourquoi la reine a choisi précisément cette villa. Alors on sait qu'elle a visité pas mal de bâtiments et que c'est cette villa qui lui a vraiment tapé dans l'œil puisque, entre autres, elle avait des écuries et on sait que la reine était vraiment une grande amatrice de chevaux et donc ces écuries ont été probablement un grand plus par rapport à ce qu'elle recherchait et elle avait de l'espace aussi pour tous les animaux qu'elle affectionnait. Alors, ce musée, il renferme des trésors de la vie spadoise, très variés d'ailleurs, et on pourrait peut-être en citer quelques-uns. Donc, par exemple, là, à côté de nous, une baignoire. C'est une baignoire qui provient des bains? Oui, c'est une baignoire qui provient des anciens bains qui viennent d'être restaurés et dans laquelle les curistes pouvaient se baigner. Vous avez quelques meubles également qui faisaient partie de ces cabines de soins dans les anciens bains. Le souvenir le plus important et qui est bien représenté dans notre musée, ce sont les jolités ou les bois de spa. Donc ce sont de petits objets emportables, dans un tout premier temps incrustés et puis qui vont être peints et vernis. Et donc on va pouvoir voir dans ces objets une évolution assez importante par rapport aux modes des époques. Donc c'est vraiment un artisanat local, spécifique à Spa, qui existe depuis le XVIe siècle, mais qui existe encore aujourd'hui avec des artisans qui
qui font perdurer ces savoirs. On a aussi conservé des programmes. Il se passait tout le temps quelque chose à Spa. Tout était fait pour qu'on ne s'ennuie pas. Oui, donc un des témoins qu'on a de toute cette vie culturelle foisonnante, c'est une très belle collection d'affiches, notamment qu'on a et qui vante toutes les activités qu'il y avait possibilité de faire. Des concerts, mais des courses aux fleuries également, énormément de choses. On dit qu'on ne peut pas venir à Spa un jour sans qu'il ne se passe rien, et c'était déjà le cas au moment des saisons de Spa. Amandine, ce qui est très particulier aussi à Spa et dans sa région, ce sont ces fameuses villas. Elles ont plein d'histoires à nous raconter. Oui, donc on a la chance d'avoir conservé de très nombreuses et très belles villas dans les environnements directs de Spa, qui sont des villas qui ont été construites par des bourgeois qui souhaitaient se créer une seconde résidence à Spa. Ces villas, elles ont des styles très différents? Alors il va y avoir effectivement plusieurs styles, mais on va tout de même rester dans un style normand avec des faux colombages, des villas vraiment typiques de cette époque-là. La ville de Spa a la particularité d'avoir conservé de nombreuses traces de son glorieux passé. Alors pour les admirer, il suffit souvent de se promener dans les rues, mais certains sont plus secrets. Et j'ai trouvé un allié pour vous pousser les portes, peut-être aussi trouver les bonnes clés pour découvrir un lieu mystérieux. Monsieur Jeun, bonjour. Bonjour. C'est vous l'allié dont je parlais pour nous faire découvrir un lieu secret. On parle ici de quoi? D'une glacière? Voilà, c'est une glacière du XVIIIe siècle. Ouais. Et les gens célèbres qui venaient à Spa avaient des habitudes, je dirais, de luxe. Ouais. Et ils souhaitaient avoir des sorbets pendant l'été. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas une glacière, il n'y a pas deux glacières, il y a plein de glacières à Spa. Il y en a une vingtaine. La première date à peu près de 1769 et la dernière de 1872. Monsieur Jeun, je brûle de découvrir cette glacière. J'espère que vous avez les clés. Oui, Ah. j'ai les clés. Eh bien, on va ouvrir ça. Enfin, vous allez ouvrir ça. Et nous voilà face à la glacière. C'est quoi? C'est un puits de quelle profondeur? Elle fait 6 mètres de large sur 5,50 mètres de profondeur. Ouais. Donc, il faut imaginer, c'est 183 000 litres de glace. En dessous, vous voyez qu'il y a des rondins. Ouais. Ils sont très importants parce que c'est ce qui va permettre d'isoler la glace du fond Ouais. et de laisser percoler l'eau de fond. Expliquez-nous alors, on allait chercher la glace en hiver, et puis il fallait l'acheminer ici le plus rapidement possible. Voilà, on allait surtout la chercher en Fagne, on l'amenait dans les charrettes ici, et puis on jetait tout ça dans la glacière, et normalement, une bonne glacière, vous aviez un tiers de la glace en permanence. Donc, à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, les Gobelins pouvaient déguster de la glace. Donc, c'était essentiellement des sorbets ou alors des vins comme le rosé bien glacé. Moi, je suis vraiment admiratif en voyant aussi l'état de conservation. C'était vraiment construit pour durer. Hein. Oui, c'est construit pour durer et ça a été fait de manière vraiment intéressante. On a choisi le lieu en fonction de la facilité de percer le trou dans la colline, de récupérer les pierres pour constituer le couloir. Vous n'avez jamais chaud en été, vous pouvez venir prendre un peu de frais ici dans la glacière. Et ici, c'est super. Il fait toujours bien frais. On a toujours une température constante, Ouais. puisque l'objectif, c'est de garder de la glace tout le temps. J'ai choisi un lieu extraordinaire pour vous dire au revoir. Cette grande salle, la salle des fêtes du centre culturel, à elle seule, elle ressuscite les grandes heures de cette cité thermale. Et il faut que je fasse une petite confidence. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette cité. L'histoire pétille à chaque coin de rue et il s'en dégage un charme fou. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres découvertes sur les traces de notre patrimoine. Merci.